Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 3e édition du grand débat féminin. J'espère que vous avez tous bien prié. Alors, les IST sont des infections causées par des germes transmis lors des rapports sexuels non protégés entre une personne infectée et une autre personne. Et comme exemple d'IST, les infections sexuellement transmissibles, nous avons la gonococcie, la syphilis, le chancre mou, les chlamydias, les herpès et les hépatites. Le mode de transmission de ces IST sont... Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons avoir votre attention, ceux qui sont derrière, pour que nous puissions démarrer notre deuxième panel? Merci beaucoup. Je disais que les modes de transmission des IST sont les rapports sexuels non protégés, de la mère à l'enfant, la transmission par voie sanguine. Les signes avertisseurs des IST sont les pertes vaginales, la douleur au bas-ventre, les écoulements urétrales, les douleurs à la miction qu'on appelle aussi chaude piste. Le VIH, virus immunodéficience humaine. Il en existe deux types, le VIH1 et le VIH2. Le sida est le syndrome de l'immunodéficience acquise, qui est une maladie infectieuse due à un virus caractérisé par une déficience des défenses naturelles de l'organisme humain, le rendant ainsi vulnérable à toutes les agressions, internes et externes. Il faut noter que les premiers cas de sida ont été décrits aux États-Unis en 1981, en 1982 en Europe et un an après en Afrique. Au Niger, le premier cas a été découvert en 1997. Je suis Dr Awel Issa Rachid, secrétaire exécutif Afriane, Afrique de l'Ouest et du Centre, et j'ai l'honneur de vous présenter, de modérer le deuxième panel dont le thème est les infections sexuellement transmissibles et leurs impacts. Sur ce, j'invite notre premier panéliste, Madame Tankari Fati Naba, sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame Tankari a un master en psychologie sociale et des organisations. Elle est formatrice nationale en éducation thérapeutique du patient, avec 18 ans d'expérience dans la prise en charge psychosociale des PVVH. Notre deuxième panéliste est Dr Idrissa Abdoulaye. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Urologue chirurgien, il est le directeur du Centre national de référence de la fistule obstétricale de Niamey. Et enfin, notre troisième panéliste, Dr Hamed Tijani Aïssa. Gynécologue obstétricienne, elle est la directrice de la clinique Bana. Son cheval de bataille reste l'information, la sensibilisation et la conscientisation des femmes sur les cancers gynécologiques et sur la prise en charge optimale des grossesses dans le respect de la femme. Chers panélistes, soyez les bienvenus. Alors, ma première question déjà, à l'endroit de Madame Tankari Fati. Le VIH étant une maladie stigmatisée dans notre pays, et malgré la communication et les innombrables sensibilisations, dans quel état déjà arrivent les patients, les PVVIH, les personnes vivant avec le VIH, et à quoi consiste la prise en charge psychosociale de ces derniers? Bonsoir. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole. D'accord.
je disais merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je remercie les organisateurs de m'avoir donné la chance de venir partager mes expériences pendant ces 18 ans-là. Donc, la première question, vous avez dit dans quel état arrivent les patients. Généralement, au début de la prise en charge de l'infection à VIH au Niger en 2004-2005, les patients arrivent vraiment dans un état clinique très critique. C'est des patients vraiment qui sont vraiment à la phase sida maladie. Mais maintenant, avec les sensibilisations, les informations, machallah, et avec les objectifs de l'OMS, zéro discrimination, zéro nouvelle infection et zéro décès, les patients arrivent vraiment dans un état pas plus en sida maladie. Ce qui contribue dans la réduction de la transmission du VIH-Sida. Et leur arrivée, dans un point de vue psychologique, vraiment, ça reste la même chose. Parce que nous savons que la maladie, quelle qu'en soit la maladie, qu'elle soit aiguë ou chronique, affecte l'individu. Et la maladie crée des réactions psychologiques chez tout être humain, mais les réactions psychologiques diffèrent d'une personne à une autre selon la personnalité de l'individu. Donc, pour l'étape, vraiment, c'est un travail qu'on fait. On fait en amont, avant, après et pendant la prise en charge. Et la prise en charge psychologique des patients, ça dépend. Donc, tout un patient a ses besoins. Ça dépend du besoin du patient, ça dépend de la personnalité du patient. Et la prise en charge qu'on fait, la plus grande prise en charge qu'on fait, c'est pour amener le patient à accepter la maladie, à adhérer au traitement, à savoir qu'il n'est pas seul dans cette situation et d'amener vraiment le patient à comprendre le circuit de la prise en charge et de mieux vivre, lui donner des compétences pour qu'il puisse lui permettre de mieux vivre avec cette maladie chronique. Merci beaucoup, madame. Mais j'ai une deuxième question. Est-ce que les partenaires arrivent à accepter la maladie? C'est-à-dire le partenaire de la personne PVVIH? C'est au cas par cas. Donc, je ne peux pas dire que les partenaires arrivent à accepter comme ça, mais ça dépend. Ça dépend vraiment du couple, ça dépend de la symbiose du couple en amont. On a plusieurs cas. Par exemple, vous pouvez avoir des cas où c'est la femme qui est infectée, qui a su son statut en premier avant le monsieur. Là, vraiment, nous avons des problèmes pour amener la femme à informer son mari. Donc, il faut d'abord travailler avec la femme là pour qu'elle puisse savoir quelle est l'importance d'informer son mari de son statut sérologique. Là, et généralement, les craintes qu'on a, la femme a peur d'être jugée, elle a peur qu'on l'accuse que c'est elle qui a amené le sida dans le foyer. Donc, on a des problèmes. Mais généralement, souvent, la majorité des cas, ils arrivent à se comprendre. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu à gérer un cas, une femme qui est infectée. Elle était venue avec son mari. Donc, j'ai discuté avec son mari. Je lui ai expliqué. Il a accepté de faire le test et le résultat est revenu positif. Dans nos activités, on apprend aussi au couple le port correct du préservatif. J'ai fait avec le monsieur et la dame, je lui ai montré comment est-ce qu'on porte le préservatif et à la fin, il me dit, tu sais, ma fille, je vais te dire une chose. La femme là, je suis avec elle, c'est pas maintenant. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec elle. Je sais que notre dernier rapport ne remonte pas à un mois. Donc, pour te dire, je ne vais jamais utiliser le préservatif avec elle et j'accepte de vivre avec elle comme ça. Un autre exemple, un monsieur, c'est un polygame. Et donc, on a convaincu la femme pour lui dire d'amener son mari. Elle est venue avec son mari, on l'a informé, il a accepté de faire le test. Maintenant, quand on lui a fait le test et on lui a expliqué, on lui a dit que mais néanmoins, tu peux vivre avec ta femme bien qu'elle soit séropositive.
Ah, le monsieur me dit, ah, merci, 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 merci. Et sur ça, il a divorcé avec la femme. C'est des cas par cas, vraiment. Mais la grande partie des cas, ils finissent par se comprendre et vivre ensemble. Merci beaucoup, madame. Docteur Idrissa Abdoulaye, cher maître, je vous l'ai dit, vous êtes notre Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, l'homme qui répare les femmes. Nous n'allons pas rentrer dans la physiopathologie des fistules, mais nous voulons savoir quelles sont les causes des fistules en général et des fistules obstétricales en particulier. Okay, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et merci de l'invitation à Kamini. Kamini. Donc, en fait, je suis, comme ils l'ont annoncé, directeur du Centre national de référence de la fistule obstétricale. Mais de plus en plus, on ne parle pas de fistule obstétricale, on parle de fistule génitale féminine. Donc, toute communication qui est entre le système génital et une autre structure proche s'appelle fistule génitale féminine. Maintenant, chez nous, et comme dans la plupart des pays en voie de développement, c'est surtout la fistule obstétricale. C'est-à-dire que la fistule qui survient après un accouchement. Donc, et cet accouchement doit être censé ne pas être bien conduit ou bien qui n'a pas été bénéficié d'une assistance médicale ou bien même dans un système, en tout cas, de prise en charge correcte. C'est la majorité. Donc, en 2022 plutôt, on a eu prendre en charge 162 femmes victimes de fistules. Donc, les 150, ce sont des fistules d'origine obstétricale. Et cette année, on est à 117 et les 111 sont d'origine obstétricale. Maintenant, ce qui reste, c'est surtout les fistules iatrogènes. Donc, autant la fistule obstétricale est liée à un non-accès au service de santé, et les fistules d'origine iatrogène, c'est le service de santé. Ce n'est pas fait volontairement, mais c'est au décours d'un acte chirurgical que survient la fistule. Donc, c'est pour ça qu'on appelle fistule iatrogène. Maintenant, à côté des fistules iatrogènes, il y a les fistules traumatiques. Et cette année, on a eu 2 cas de viol sur fillettes de 6 ans qui ont provoqué une déchirure complète du périnée, donc à savoir une fistule avec incontinence urinaire et des selles. Donc on a eu à les prendre en charge. Donc à côté de ça, il y a les fistules maintenant d'origine cancéreuse. C'est-à-dire que le cancer directement de la vessie ou bien de l'utérus peut envahir et mettre en communication les 2 systèmes, ou même du rectum aussi. Donc, à côté de ça, il y a les fistules d'origine infectieuse. Donc, à savoir que, par exemple, une pathologie qui est connue dans la région du fleuve, c'est la bilharziose. Donc, la bilharziose peut provoquer une fistule. Voilà. Donc, maintenant, il ne faut pas oublier aussi les fistules d'origine congénitale. C'est-à-dire qu'il y a des femmes ou bien des hommes qui peuvent naître avec une communication anormale entre le système urinaire et le système génital. Et donc ça aussi, on les prend en charge à ce niveau. Je crois que j'ai fait le tour, mais je vais revenir sur un cas. Ça fait 2 ans, on n'a pas eu de cas de ce qu'on appelle le Yankengishiri. Je ne sais pas si ceux qui parlent bien Hausa savent ça, mais c'est une pratique que j'ai découverte en 2005 au Nigeria, lorsque je suis parti faire ma formation sur la prise en charge des fistules. Et le Yankengishiri, c'est la plupart des cas, ce sont des mariages forcés et chez des petites filles. Donc maintenant, pendant la consommation du mariage, le monsieur, évidemment, ne peut pas rentrer. Parce qu'en général, la fille refuse. Mais on accuse que c'est parce que bata de Hanyane. Donc on va l'amener chez le Wanzam qui va faire une ouverture. Et la plupart des cas, l'ouverture est faite du côté de la vessie. Et ça donne directement la fistule. Donc ça, c'est des mutilations génitales. On a le cas de mutilation génitale, par contre, qui se trouve à l'ouest du pays, et ce qu'on appelle les excisions. Bon, les excisions, en général, ne donnent pas directement une fistule, mais ça peut donner des délabrements et des déchirures qui peuvent aller concerner
qui mettent en communication le système urinaire ou le système digestif avec le système génital. Donc ça, c'est des séquelles de sclérose comment on appelle, de la vulve. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Oui, cher maître, est-ce qu'il existe des méthodes de prévention? Si oui, lesquelles? Oui, absolument. Parce que je disais tantôt que la fistule obstétricale, c'est ce qui est spécifique des pays en développement, ou bien des pays sous-développés. Il faut savoir que cette catégorie de fistule a existé dans des pays actuellement développés, donc aux États-Unis et en Europe. Donc, il n'y en a plus maintenant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui permet de le prévenir. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est surtout l'accès aux soins. Si on prend par exemple les États-Unis, c'est maintenant qu'ils ont introduit, je crois, la notion de sage-femme. Ils ne connaissent pas ça. C'est directement le gynécologue. Donc, c'est le développement économique vraiment qui a permis l'accès aux soins à tout le monde. Donc, ici, vous comprenez que nous avons une couverture sanitaire. On prend CSI au niveau supérieur autour de 53-57%. Ça veut dire que si on prend plus de 40% de la population, n'a même pas accès à un CSI. Donc on ne peut pas leur demander d'avoir accès à un système de prise en charge correct d'un accouchement. Voilà le problème. Maintenant, on met même ça, supposons même les 53% là. On a un système de santé qui ne permet pas de prendre correctement. Ou il manque de compétences, ou il y a les compétences, mais il y a une négligence dans le service. Ou bien il n'y a pas de négligence, mais il n'y a pas de matériel de travail. Voilà là où on est actuellement. Donc la prévention, non seulement ça va concerner la sensibilisation, mais la disponibilité de services compétents. À ce niveau-là, il faut savoir qu'au Niger, à l'échelle nationale, il existe le réseau d'élimination de la fistule qui est soutenu, donc qui est de l'État, mais qui est soutenu par votre partenaire principal que vous avez nommé, à savoir l'UNFPA. L'UNFPA vraiment finance les domaines d'action du réseau d'élimination de la fistule qu'on appelle REF, à savoir la prévention, le traitement et la réintégration sociale des femmes victimes de fistules. Maintenant, on a mis un autre volet qui est la coordination des activités. Maintenant, c'est ça là où le problème de fistule se pose avant. Maintenant, avec toutes ces sensibilisations, ça a tendance à diminuer. C'est-à-dire que les femmes victimes de fistules sont aussi exclues de la société. Parce que ces femmes, sentant l'odeur des urines, parce que je ne sais pas si les gens peuvent faire la nuance entre des urines non concentrées et des urines concentrées. Les odeurs ne sont pas les mêmes. Étant donné que vous perdez des urines, vous n'allez pas boire beaucoup d'eau. Et vous allez avoir plus d'urines concentrées. Et ces urines concentrées sentent encore plus fort. Et ces urines concentrées vont créer des lésions au niveau des entrejambes, là où ça se coule. Et aussi, ces urines concentrées les rendent encore plus pauvres parce que les pagnes, partout où ça touche, ça les déchire. Ça les fragilise. Donc, voilà la partie où la violence sur ces femmes se prononce le plus. Elles sont abandonnées. Parfois, il y en a qui deviennent même folles. On a pris en charge au moins 2 cas qui, dès qu'elles sont guéries de fistule, elles sont guéries aussi de leur folie. Et aussi, parfois, elles sont abandonnées sur le plan. C'est-à-dire qu'elles n'intègrent pas la société, le quotidien de ces femmes. Elles ne peuvent pas le faire. Il ne faut pas parler, pour celles qui ont une activité génératrice de revenus, elles vont perdre ça aussi, parce que personne ne veut aller acheter là où on sent les urines. Voilà. Et puis sans compter, maintenant il y en a moins. Avant, même les prières, les offices religieux, elles ne vont pas. Parce que je suis tombé sur une qui est une enseignante coranique, elle a dit qu'elle a laissé tomber. Voilà, donc ça c'est des gros problèmes. Alors, cher maître, vous allez m'excuser encore, votre intervention a suscité une 3e question. Alors, on parle de VBG. Le premier panel, je me rappelle, une des panélistes avait parlé d'une fillette de 12 ans. Alors, est-ce qu'il existe des corrélations entre le mariage des enfants et les fistules? Bon, ici, les toutes premières publications font état effectivement comme cause le mariage précoce. Vous avez vu, je n'ai pas parlé du mariage précoce, moi. Parce que le mariage précoce, c'est un fait social.
en dehors des grandes villes, si vous partez en campagne, tous les mariages sont précoces. Donc maintenant, si vous recrutez des cas parmi ces mariages précoces, est-ce que ce n'est pas juste un recrutement? En tout cas, si on prend la pyramide des âges des femmes victimes de fistules, on peut superposer ça avec la pyramide des âges dans la population générale. Donc on peut trouver plus de jeunes, mais en réalité dans la population générale aussi, il y a plus de jeunes. Donc maintenant, le gros problème, c'est quoi? Il faut savoir qu'au village, le mariage, c'est changer de statut. La femme change de statut. Maintenant, la femme change de statut, elle est dans un nouveau comportement et que la fistule l'extrait de ça. C'est plus sensible chez les jeunes filles que chez, par exemple, une femme qui a déjà 6 enfants. Si elle a 6 enfants, eh bien, elle est bien entourée. En fait, sur le plan social, elle a un statut. Mais si elle est jeune, imaginez cette petite, on la chasse en plus. Donc, c'est beaucoup plus marquant chez les jeunes que chez les autres. Merci beaucoup, docteur. J'ai envie de poser une 4e question, mais je vais aller chez docteur Aïssa. Alors, vous savez, quand il y avait eu l'affiche de ce grand débat féminin, la thématique première était les violences physiques et morales. Puis, on avait associé les IST et le VIH-Sida. Alors, dans les débats, les gens se demandaient, mais quelles sont les relations qu'il existe entre, par exemple, les violences sexuelles et puis les IST. Telle n'est pas ma question. On voulait savoir quels sont les facteurs de risque des IST concrètement. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à ce débat. Pour moi, les IST, il y a beaucoup d'IST. Le facteur numéro 1 des IST, c'est les relations multiples, les partenaires multiples, le manque d'hygiène. Le premier facteur réellement, c'est les partenaires multiples. La sexualité précoce, non préparée. Au Niger et peut-être partout dans le monde, on ne prépare pas la jeune fille à la sexualité. La sexualité de nos jours, ça reste encore tabou. On est au 21e siècle où tous nos enfants ont accès aux médias, à la télévision, aux réseaux sociaux. Donc leur éducation sexuelle, elle est faite dans la rue. L'éducation sexuelle doit être faite à la maison. La petite fille, elle va à l'école, elle sort dans la rue, à la maison, on ne lui apprend pas à faire sa toilette. Déjà, ça c'est le problème d'hygiène à la base de la petite fille. Je vois en consultation des jeunes femmes qui manquent d'hygiène, des petites filles qui manquent d'hygiène. Et le manque d'hygiène est le premier facteur de l'infection sexuellement transmissible. Parce que si on est infecté, lors d'un rapport sexuel, on va infecter son partenaire. Donc, essayons de donner une bonne éducation à nos petites filles qui vont être les mères de demain. Et donc, on va réduire par de facto les infections sexuellement transmissibles. Parce qu'il y a beaucoup d'infections sexuellement transmissibles. Même la simple mycose que je vois au quotidien, tous les jours, c'est une infection sexuellement transmissible. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, chez les petites filles, on voit la mycose. Donc, les germes sont en nous. Si on a une bonne toilette intime, on a une bonne toilette vulvaire, en parlant de la petite fille, on peut éviter les maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'elles deviennent sexuellement transmissibles quand on a des rapports sexuels. Quand on n'a pas des rapports sexuels, ça reste des infections génitales. Alors, docteur, merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez parlé des mycoses chez les petites filles, vous avez parlé de la toilette intime. Et aujourd'hui, on sait que quand on parle de toilette intime, certaines femmes, mes soeurs, pensent que bon, peut-être que c'est de mettre du savon pour frotter, alors que ce n'est pas un linge. Non. La toilette intime. La toilette intime, il faut la faire simplement à l'eau. Il faut respecter le pH vaginal. Notre vagin, les dames, a un pH. Il est acide, il faut le respecter. Dès l'instant où vous faites trop de toilettes abusives, avec des savons de tout genre dans le commerce, sur le marché, et avec, je ne sais pas, des produits que les femmes se passent un peu, oui, ça augmente un peu Kayamata, qu'est-ce qu'on dit traditionnellement? Je veux dire, il faut arrêter de faire des toilettes, arrêter de créer une abrasion au niveau de la muqueuse vaginale. La muqueuse vaginale, ça se respecte. Une simple toilette quotidienne à l'eau simple et même
après les rapports sexuels, je vous assure, vous êtes propres, mesdames. On n'a pas besoin de savon, on n'a pas besoin d'aller à la pharmacie chercher un gel intime. Et, excusez-moi, c'est le micro. Ça marche pas? Vous ne m'entendez pas? Où est-ce que j'en étais? Je parlais de l'utilisation, voilà, je parlais de l'utilisation des savons, de l'utilisation abusive des savons, des kayamata pour, je ne sais pas, pour aviser aphrodisiaque ou je ne sais pas pourquoi on utilise déjà ces substances, parfois c'est des poudres et tout. Donc il faut respecter le vagin. La toilette à l'eau simple, tous les jours, c'est largement suffisant pour avoir une bonne hygiène intime. Et dans tous les cas, quand on a des pertes vaginales, mesdames et vos filles, consultez un spécialiste en la matière. Il vous dira de quelle infection il s'agit, s'il y a infection, et il donnera le traitement approprié pour avoir un effet optimal. Merci beaucoup, docteur. Et peut-être il faut le rappeler, l'une des conséquences de l'utilisation de ces produits, de ces kayamata, comme vous l'avez dit, c'est la destruction de la flore vaginale. Ben oui. Et une fois que la flore vaginale est détruite, on est fragile. Bienvenue les mauvais amis. Voilà. Alors, docteur, comment prévenir ces IST alors? Pour prévenir les IST, déjà, il faut avoir, comme je le disais tantôt, une bonne hygiène intime. De la petite fille jusqu'à nous, à nous les mamans, il faut avoir une bonne hygiène intime. C'est tout. C'est la seule manière de prévenir, de primo, les infections et d'éviter les partenaires multiples. Parce que les partenaires multiples, vous savez, qui dit multiplicité, dit transmission. Merci beaucoup, docteur, mais je suis tenté aussi de poser une petite troisième question. Alors, c'est bien de prévenir, et si ça arrive, est-ce qu'il existe un traitement spécifique des IST d'une manière générale? Toutes les IST ont un traitement spécifique, il faut juste mettre un nom sur l'IST. Même aujourd'hui, madame parlait du sida. Le sida, il y a des gens qui sont pris en charge aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent une vie correcte avec le VIH-sida. Et c'est la pire, si j'ose utiliser le mot pire, des IST. Parce qu'on n'en guérit pas définitivement, je veux dire. Mais des gens sont pris en charge par le traitement du VIH-sida. Il existe et des gens vivent leur vie sereinement avec le VIH-sida. Toutes les IST peuvent être traitées. Il y a un traitement pour toutes les IST, de la gonocoxie à la blénéoagie, en passant par les chlamydioses ou les IST les plus simples comme la mycose. Elles sont toutes accessibles à un traitement médical. Merci beaucoup, docteur. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre première partie. Et avant de passer à la deuxième partie, nous avons dans le public docteur Mariama Beissa de l'OMS. Elle est experte VIH. Allô. Alors, bonsoir chers participants. Merci beaucoup Dr Rachid pour cette opportunité offerte. Comme vous l'avez dit, j'ai effectivement totalisé une vingtaine d'années dans le cadre de la lutte contre le VIH. J'ai commencé d'abord au niveau du programme national de lutte contre les IST et le VIH-Sida et j'ai terminé donc 13 ans que je travaille pour l'Organisation mondiale de la santé. Et je ne vais pas trop m'étaler. Je vais aller droit au but et essayer de répondre de façon très succincte à la question que vous m'avez posée. Donc, il faut savoir que la gestion même du VIH a effectivement commencé au Niger
je vais dire en termes de prise en charge, en 2004. Auparavant, les personnes qui étaient infectées, contaminées par le VIH n'avaient pas de possibilité d'être traitées sur place. Ceux qui avaient les moyens se déplaçaient pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour prendre leur traitement parce qu'il coûtait excessivement cher. Donc, par la grâce de Dieu et avec l'appui technique des différents partenaires de la lutte contre le VIH, nous sommes arrivés en tout cas au plan mondial de faire changer cette situation-là et d'amener que la prise en charge puisse être offerte gratuitement aux personnes vivant avec le VIH qui, pour la plupart, sont des personnes démunies. Donc, c'est ainsi que entre 2004 et aujourd'hui, à peu près une vingtaine d'années se sont écoulées. Et nous avons aujourd'hui, en tout cas, pratiquement 3 sanitaires qui peuvent offrir un traitement à la personne infectée par le VIH. Et déjà, la stratégie qui est utilisée sur recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, organisation pour laquelle je travaille, c'est le tester et traiter. Parce qu'avant, comme le traitement coûtait cher et qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, on essayait de sélectionner les personnes à qui on donnait le traitement antirétroviral, qui était en tout cas le traitement de base par rapport aux personnes avec le VIH. Mais les choses ont évolué parce qu'il fallait faire jouer l'équité et c'est comme ça que maintenant toute personne dépistée et infectée par le VIH était systématiquement mise sous traitement antirétroviral. Donc, en plus du traitement, nous avons aussi les aspects de prévention. Et la prévention, c'est 2 catégories. D'abord, la prévention pour que les personnes, je vais dire, en dehors des femmes enceintes, ne puissent pas contracter l'infection à VIH-Sida. Ici, il faudrait que je rappelle, le moteur même, c'est-à-dire le groupe de population qui entretiennent l'épidémie au sein du Niger, c'est vraiment une catégorie de population qu'on a appelée les populations clés. D'abord, nous avons les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Nous avons les professionnels du sexe, ça peut être des femmes ou bien des hommes, parce que le professionnel du sexe aujourd'hui, en tout cas, a changé de visage. Avant, c'était les femmes qui se prostituaient, mais maintenant, même les garçons se prostituent. Donc, pour cette catégorie de population, le programme national de lutte contre le sida, en collaboration avec ses partenaires, bien sûr, offre une sensibilisation. On leur offre aussi le test de dépistage parce que pour pouvoir prévenir, il faut que la personne d'abord sache qu'elle est contaminée et qu'elle puisse prendre son traitement. Et quand tu prends ton traitement, la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus contenu dans ton organisme est réduite de façon considérable. Du fait de ce point de vue, en tout cas à partir de cette situation, tu deviens moins contaminant, ce qui fait que le traitement aussi est une forme de prévention. En plus de cela, tout récemment, dans les dernières directives, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé aux pays de donner une catégorie de médicaments antirétroviraux qui vont servir de prévention pour essentiellement les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et les professionnels du sexe. Nous avons appelé la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire c'est un traitement que vous prenez et que même quand vous avez un rapport sexuel à risque, le risque de contracter l'infection à VIH est minimisé. Ça, c'est un premier aspect. Il y a aussi une autre catégorie que nous avons appelée la prophylaxie post-exposition. Donc, et ça, c'est aussi un médicament antirétroviral qu'on donne à la personne qui a eu à avoir un rapport sexuel, par exemple, à risque, en tout cas, quel que soit le risque. Et ce médicament antirétroviral va permettre, en tout cas, de minimiser le risque contaminé. Et enfin, tout récemment, en fin 2023, là, en tout cas, les recherches évoluant, il y a eu une nouvelle scientifique qui a permis de mettre au point un anneau vaginal, surtout pour préserver les professionnels du sexe du risque de d'être contaminés par le VIH-Sida. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les populations clés. Et dans le cadre de la prévention de la transmission d'une mère infectée à son enfant, le programme a mis en place plus de 1000 sites de prévention de la transmission mère-enfant au cours de cette période d'exercice. D'accord? Et ce qui permet aujourd'hui, en tout cas, aux femmes qui vont en consultation prénatale, de pouvoir bénéficier d'un test de dépistage du VIH, de pouvoir, en cas de positivité, mise sous ARV afin de réduire la quantité du virus contenu dans leur organisme et réduire le risque de transmission pendant la grossesse, pendant le travail et l'accouchement et aussi pendant la période de l'allaitement. Donc, nous pouvons dire que
du point de vue prévention, aujourd'hui, en tout cas, le Niger est au point. C'est vrai que nous avons encore quelques insuffisances, mais comme on dit, nulle œuvre humaine n'est parfaite. Avec le temps, les choses vont pouvoir s'améliorer. Maintenant, en termes de résultats concrètement, parce que tout ce que j'ai décrit, c'est que le process, c'est un processus. On peut dire que grâce à tous ces efforts, en tout cas, le Niger est arrivé à réduire de façon significative la prévalence de l'infection à VIH au Niger, qui est passée en une vingtaine d'années de 0,7% à 0,2%. C'est vrai que c'est des virgules, mais c'est vraiment un effort qui est vraiment à saluer. Nous devons vraiment applaudir le ministère de la Santé par rapport à cette performance-là. Ce qui a permis également de réduire de façon très significative l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouvelles infections qui sont enregistrées, parce que plus vous avez un grand nombre de personnes qui sont mises sous traitement, plus ces personnes-là qui sont séropositives ont moins de virus dans leur organisme, donc moins elles transmettent l'infection à VIH. Donc, à la clé, c'est-à-dire à la fin, vous allez avoir moins de nouvelles personnes qui vont se faire contaminer par le VIH. Et effectivement, comme je l'avais dit tout à l'heure, une personne qui est sous traitement antirétroviral a moins de virus, donc elle a en tout cas une qualité de vie meilleure, elle peut vivre normalement pendant de nombreuses années. Moi, de mon expérience, je connais des personnes qui sont contaminées par le VIH, qui sont sous traitement depuis plus de 30 ans et qui continuent à être en bonne santé, vaquer à leur occupation et qui peut-être même mourront d'une autre pathologie autre que le VIH-Sida. Si on me demandait, docteur, une dernière phrase, si on me demandait de choisir entre le VIH-Sida et une autre pathologie, j'allais volontiers choisir le VIH-Sida et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, le dépistage, le traitement, le suivi, tout est offert gratuitement au PVVIH. D'accord? Alors que si vous avez une maladie chronique comme l'hypertension ou le diabète ou l'hépatite virale, vous êtes obligé de vous prendre en charge pendant toute votre vie. D'accord? Et en termes de qualité de vie, je pense que pour le VIH, il n'y a pas de restriction alimentaire. On ne vous dit pas de ne pas manger du sel, de ne pas manger du sucre, je ne sais pas moi, de ne pas manger du gras, etc. Je vous remercie. Docteur. Alors, merci beaucoup, docteur, pour cette belle présentation. Alors, je tiens à rappeler que nous sommes suivis en direct sur Facebook, sur la page Kamani. Alors, très rapidement, nous allons passer à la deuxième partie de ce panel qui est la partie dédiée aux questions. Avec votre permission, je vais vous proposer quelque chose. On va prendre 6 intervenants. 3 hommes. On prend 2 de ce côté, 2 au milieu et 2 de ce côté. On est d'accord? Comme ça, on va respecter le temps. Je vous remercie pour votre compréhension. Alors, le micro est déjà là. Ok. Je veux prendre 2 personnes, une femme et un homme. Super. Au milieu, question. Oui, docteur Abderrahim. Deuxième question pour une femme. Je prends la liste. Deuxième question. Alors, je passe au troisième groupe. Question pour le troisième groupe. C'est quel nom, s'il vous plaît? Amina Gado. Une autre question? C'est quel nom? Quatrième. Je suis déjà à 3 intervenants. Est-ce qu'il y a... Ok, Fatou. Je suis à 3 contre 1. 3 femmes, 1 homme. 5e question. C'est la seule liste, hein? C'est la première et la dernière. Alors, il n'y a pas de 4e question. La liste est hermétiquement close. Alors, docteur Abderrahim, vous avez 3 minutes. Bonsoir tout le monde. Je voudrais m'appesantir un peu sur l'aspect communicationnel.
de tout ce qui a été développé par les différents intervenants, particulièrement l'impact psychologique que peut avoir la communication autour de ces pathologies dans la grande population. On se souvient, quand on a commencé à communiquer sur le sida, les termes qui ont été utilisés, tels que Kabari Salam Alaikum, un moment, moi j'avais lu sur une plaque, le sida, un tueur sûr et sournois. Et on se souvient également de toutes les images qui ont été présentées aux gens, où il n'y avait que des squelettes couverts par la peau. Or, on a tendance malheureusement à oublier l'impact que tout cela peut avoir sur les malades, le stress que ça peut créer, du point de vue psychologique. Cela rend plus malade que la maladie elle-même. Et je crois que très malheureusement, c'est sur les mêmes ratés qu'on est en train de construire par rapport au cas de la fistule. Parce que assez souvent, quand on suit les communications dans ce domaine, on a l'impression qu'il n'y a que le mariage précoce qui peut être à l'origine de la fistule. Parce que pratiquement tous les sketchs qui sont faits dans le cadre de la sensibilisation des populations, c'est toujours cet exemple-là qui est pris. Alors qu'il y a plein d'autres causes, comme l'a si bien expliqué, docteur ici. Et malheureusement, quand on s'appesantit uniquement, on a tendance à ne pas parler des autres causes ou des autres éléments qui peuvent malheureusement conduire à la fistule. Moi, je pense que par rapport à ces cas, l'idéal serait de faire une communication beaucoup plus large qui peut vraiment parler des autres causes de la fistule, particulièrement la question du suivi chez les femmes enceintes. Pour finir, c'est une question que je voudrais poser à la dernière intervenante parmi les panélistes par rapport à la toilette intime chez la femme. J'ai l'habitude de dire aux gens, si vous voulez savoir si votre épouse sait faire la toilette, regardez-la faire la toilette chez votre fille. Et généralement, quand on observe, c'est des mouvements de va-et-vient qu'on voit. Ça tire, excusez-moi du terme, de l'anis à la vulve. Et malheureusement, quand elle fait ça chez la petite fille, je crois qu'elle aussi, c'est ce qu'elle fait sur elle-même. D'où l'utilité, à mon sens, en tout cas, d'expliquer aux femmes de manière concrète comment ça doit se faire. Le fait également que les femmes arrivent à comprendre que le vagin peut faire son auto-lavage, gens jusqu'à présent culté. Et je crois que si on fait des sensibilisations dans ce sens, ça peut beaucoup aider à prévenir, en tout cas, les infections. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons passer à la deuxième question. Madame Amina Gado. Bonsoir. Merci aux panélistes pour leur présentation. Je suppose que tout le monde a beaucoup appris. Ici, vous avez parlé de facteurs de risque pour les IST, de méthodes de prévention des IST, mais j'aurais voulu entendre des conséquences, les conséquences des IST. On a beaucoup parlé de VIH. Le VIH, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est et qu'est-ce que ça peut donner à l'être humain. Mais le citoyen lambda, qui n'a pas une connaissance en médecine, comment il peut faire pour savoir que la gonococcie, par exemple, peut évoluer vers la stérilité? Monsieur Abdullah, je crois, il a parlé de Abdelrahim, il a parlé de communication. Je pense qu'il manque ce volet. Il faut beaucoup communiquer sur pas seulement la prévention, mais les conséquences des IST. C'est
que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Madame Amina Gado. La troisième intervenante, c'est Madame Lelatou. Ok. Bonsoir à vous. Donc ma question est, qu'en est-il des partenaires qui refusent d'accepter la maladie et d'accepter le traitement, sachant qu'ils sont aérés dans la ville avec la maladie? Vous parlez du VIH. VIH. Oui, monsieur. Merci. Et la dernière intervenante, c'est Fatou. En fait, l'objet même de ce débat, comment j'ai eu ce qui m'a traversé l'esprit, je suis tombée sur une histoire. En fait, c'est passé sur la plateforme de Kamani, où une jeune fille de 20 ans, en fait, a été donnée en mariage juste après le bac. Elle était le seul espoir, la seule fille à avoir étudié chez elle. Donc, il y avait quelqu'un qui était parti en exode qui est rentré, on lui a donné la fille. Quelques mois après, elle tombe malade, le monsieur est retourné en exode. On lui fait un test et on découvre en fait qu'elle est séropositive. Donc là, elle appelle son mari et elle lui dit, voilà ce que les médecins disent. Je ne sais pas comment la maladie. Tu es mon seul homme, le premier. Alors, le monsieur répond tout simplement, oui, en fait, j'avais le sida, mais je suis guéri. Alors, j'ai été perplexe par rapport à cela. Est-ce qu'il l'a dit de manière vraiment innocente? Est-ce qu'il pensait qu'on pouvait guérir de cette maladie, raison pour laquelle il s'est marié sans prendre de précautions, sans avertir sa partenaire? Ou bien il fait semblant? Donc je me suis dit, il y a deux choses. Déjà, c'est vrai qu'au Niger, toutes les filles se marient. Mais c'est un cri de voulu organiser ce débat pour attirer aussi l'attention des parents, en fait, à savoir exiger les stages et est-ce que ça se dit pré-divorce. Mieux vaut ne pas rentrer dans le mariage plutôt que de rentrer à l'aveuglette. Maintenant, ma question, est-ce que Merci beaucoup. Non, demain, quand on est séropositif, est-ce qu'une fois qu'on suit le traitement, on ne peut pas contaminer? C'est ça? Merci beaucoup Fatou et merci à tous les intervenants. Chers panélistes, je reviens à vous. Vous avez suivi avec attention les différentes questions qui vous ont été posées. Alors on va faire un tour de table et avec votre pour répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est une remarque qu'il a dit sur le docteur Abdelrahim, je crois. Il disait qu'au niveau de la communication, on a toujours dit que c'est le mariage précoce qui cause la fistule. Donc, il faut savoir que sur un autre angle de vue, c'est une bonne communication, même si ça ne nous arrange pas, nous. C'est une bonne communication parce que ceux qui le disent, ça va leur permettre de mobiliser des ressources. Il faut le dire sans honte. C'est ça. Mais lorsque vous allez tomber sur un spécialiste, il va faire sortir la pyramide des âges et il va se rendre compte que, par exemple, au Niger maintenant, l'âge moyen des femmes victimes de fistule, c'est autour de 24, 27, 28 ans. C'est ça l'âge moyen. Donc c'est comme toute femme qui est en âge de procréer. Donc, mais ils le font parce que c'est la seule chose qu'on peut vendre. Maintenant, si nous-mêmes, on décide de prendre le problème à bras le corps, c'est-à-dire qu'en faisant fi des bailleurs de fonds, effectivement, on peut aller réellement, c'est qu'est-ce qui est le vrai problème de la fistule,
et aller vers le traitement. Le vrai problème de la fistule, on peut le dire en 3 mots, c'est la pauvreté, l'ignorance, c'est-à-dire que la plupart des femmes sont analphabètes, la plupart des femmes sont pauvres, la plupart des femmes sont éloignées, sont de milieu rural. Lorsqu'on va prendre la deuxième cause des fistules, les fistules que j'ai parlé de iatrogènes, la plupart des femmes sont de la ville qui ont accès à un service de santé. Donc on connaît à peu près ce qui se passe. Donc maintenant, si on veut attaquer l'analphabétisme, la pauvreté et l'éloignement, c'est un gros travail. Ça revient à un problème de développement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur, voir comment faire la toilette intime et quelles sont les conséquences des IST. Oui, merci à notre collègue Dr Rachid. C'est une question pertinente concernant la toilette. Si une femme ne sait pas faire sa toilette, qu'on ne lui a pas appris, comment voulez-vous qu'elle apprenne à sa petite fille? Donc, c'est un problème d'éducation. Vous m'entendez? Ah, désolé. Je reprends. Merci pour sa pertinente. Docteur Abdourahim, pardon. Excusez-moi. La question est pertinente. Si une femme ne sait pas faire elle-même la toilette, elle apprenne à ses filles comment faire la toilette. Donc, on revient à un problème d'éducation de base. C'est vrai que les femmes, j'en ai vu en consultation, elles font très très mal. Les femmes font très très mal leur toilette. Vous avez parfaitement raison, docteur. On fait la toilette en commençant par le haut, du pubis vers le périnée. Et quand on arrive au périnée, on stoppe, on relave ses mains et on va du périnée vers l'anus. Et quand on va au-delà de l'anus, on ne remonte pas. Parce que quand on ramène les selles vont directement du périnée dans le vagin. Et qu'est-ce que ces selles font faire? Rencontrer des germes qui sont déjà dans notre vagin, nous les femmes. Le vagin n'est pas stérile. Il n'y a aucun vagin qui est stérile. Il est de bons microbes et de mauvais microbes. Donc c'est pour ça que je vous dis d'éviter de faire une toilette abusive. Pourquoi? Parce que vous déstabilisez le pH vaginal et vous modifiez la flore vaginale physique qui est là pour nous défendre. Et quand vous faites trop de toilettes, les méchants sont contents. Vous avez déstabilisé, vous leur avez donné de quoi manger et ils se multiplient. C'est comme ça que nous avons des pertes, nous avons des prurites, nous avons des leucorrhées qui sentent mauvais, qui grattent. Et cela nous conduit à la consultation chez le gynécologue. Donc, faites bien vos toilettes. Apprenez à faire les toilettes. Cela dit, il faut, je pense, qu'on mette des structures en place. Je ne sais pas qui sera responsable pour mettre ces structures en place, mais d'apprendre comment faire la toilette à l'école, à la maison déjà aux femmes. Faire des forums, je ne sais pas, on est toutes dans des groupes WhatsApp, des groupes familiaux. Je pense qu'il y a tellement de thématiques à développer que de perdre notre temps sur des vidéos à regarder, sur des TikTok. Je pense qu'on peut franchement, tout ensemble, nous tenir la main et développer des thèmes qui vont nous permettre d'apprendre les unes des autres, ou même les uns des autres. Je n'exclus pas les hommes aussi. Donc, trouvons une solution pour pouvoir apprendre aux gens à faire la toilette. Concernant la toilette, et informons les gens. Je rejoins la deuxième question, si je peux faire un biais sur la question par rapport aux conséquences, et surtout la non-information par rapport aux IST. Il y a beaucoup d'IST et c'est vrai que les gens ne connaissent pas ce que c'est qu'une infection sexuellement transmissible. Où est-ce qu'ils vont apprendre cela? Ce n'est pas à la télé, ce n'est pas dans des bouquins, ce serait dans des forums, à l'école. On donne des cours de sciences naturelles. À mon temps, ça s'appellerait sciences naturelles. Maintenant, je pense qu'on dit sciences de la vie et de la terre. Donc, il faut peut-être revoir le programme scolaire en matière de sciences et puis mettre un volet. On a appris à l'école la reproduction, le schéma de l'organe génital mâle et femelle. Aujourd'hui, vous demandez à un étudiant de terminale de vous dire ce que compose son organe génital, homme ou femme. Je suis persuadée qu'à 95% vont être en échec. Les gens ne connaissent pas ceux qui sont à leur interne.
Donc, on ne connaît pas nos organes génitaux. Je le vois à la consultation quand j'explique aux patients ce que c'est que les ovaires, ce que c'est que les trompes, ce que c'est qu'un utérus. Elles sont bouche bée. Et je ne vous parle pas de la villageoise qui vient me voir. Je parle des gens qui ont été à l'école, des instruites, excusez-moi. Donc, ça veut dire qu'on est mal informé. Il faut que nous prenions le temps d'informer nos populations, de les sensibiliser et de les conscientiser par rapport aux IST. Il y a plusieurs IST et la grosse complication de ces infections, c'est l'infertilité. En ce moment, on est tous confrontés à l'infertilité féminine et masculine. Le grand responsable, c'est les infections. Et il y a une grosse infection, celle liée au papillomavirus. En ce moment, on parle beaucoup de cancer du col de l'utérus. Le gros responsable, c'est le HPV. Et les gens ne sont pas informés, peu informés ou sous-informés. Donc, il faut franchement qu'on porte l'accès sur l'information des populations par rapport aux infections sexuellement transmissibles, dont le HPV, qui est responsable à la longue du cancer du col. Merci Voilà, beaucoup, si merci bon. beaucoup, docteur, pour vos réponses. Alors, madame, vous avez 3 minutes. Vous avez aussi 3 petites questions. D'accord, merci. Je vais commencer par répondre à Fatou par rapport à la personne qui est guérie du VIH. Donc, le problème peut se situer à 2 niveaux. Soit l'information n'a pas bien passé, ou bien c'est la mauvaise foi. On dit que dépister, traiter. Quand on dit dépister, traiter, c'est-à-dire réduire la charge virale jusqu'à ce qu'elle devienne indétectable. Normalement, à partir de 6 mois de traitement, la charge virale devient indétectable. Et si la charge virale devient indétectable, ça veut dire que le taux de transmission, la probabilité est faible. Mais ça dépend de comment est-ce que tu dis ça au patient. Parce que chaque fois, nous, dans la prise en charge psychologique, on dit de se mettre au même niveau de compréhension que le patient. Si tu viens, tu dis que la charge virale est indétectable, on ne voit pas le virus dans le sang, c'est bien normal qu'il pense qu'il n'est plus contaminé par le VIH. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on informe le patient. Peut-être que c'est une mal compréhension. Donc, pour celle qui demande... Oui, le partenaire qui refuse de se faire traiter. Le partenaire qui refuse de se faire traiter. Donc, dans la prise en charge psychologique du VIH-Sida, on a une activité qu'on fait qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Dans l'éducation thérapeutique du patient, on donne des compétences au patient pour qu'il puisse, dont il a besoin pour qu'il puisse mieux vivre. Donc, dans les compétences là, on lui donne les compétences qui lui permettent de convaincre son partenaire de venir faire le test et de 2 aussi d'accepter de se faire traiter. Mais toutefois, ça ne marche pas toutefois. Mais l'un de l'autre, on continue chaque fois d'insister jusqu'à ce que la personne finisse par convaincre son conjoint ou bien son partenaire pour l'amener. Là, la question, il n'y a pas ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser la population. Le sida, c'est une réalité. Le sida existe. À l'œil nu, on ne peut pas savoir si la personne est infectée ou pas. Donc, je ne peux pas avoir confiance à la personne et d'accepter de faire des rapports non protégés. Il faut sensibiliser la population. Et pour revenir à Dr Abdourahim, c'est vrai, au début des sensibilisations, on parlait de Kabari Salam Alaikum, on parlait de Kanjamou. C'est ça qui fait en sorte que vraiment les gens sont restreints, les gens ne veulent pas faire les tests. Mais je me dis que maintenant ça a changé, les sensibilisations ont changé. On parle aux gens pour dire que le sida a un traitement. Maintenant, le VIH-Sida est considéré comme étant une maladie chronique. On peut vivre avec, et Dr Aïe a le dire, la prise en charge a commencé en 2004. Et jusqu'à présent, il y a des patients qui ont commencé leur traitement en 2004 et qui sont bien portants. Donc, à l'œil nu, on ne peut pas savoir si la personne est infectée ou pas. Il faut faire le test. J'arrive. On a parlé de dépistage prénuptial. Avant le dépistage prénuptial, il faut vraiment le port de préservatif. Parce qu'on sait que maintenant, les gens sont sexuellement actifs très jeunes. Très jeune, avant même d'arriver au mariage, peut-être vous allez voir que la personne s'est déjà contaminée. Donc, il faut renforcer la sensibilisation. Le sida, c'est une réalité. Et quand on ne fait pas le test, on ne peut pas savoir si on est infecté ou pas. Et pour finir, j'appelle vraiment la population. C'est à nous de changer de comportement face aux personnes séropositives.
Le sida ne s'attrape pas comme ça. Il y a beaucoup de maladies qu'on peut attraper comme ça, sans même contact direct. Le sida même, c'est la transmission maintenant qui est même la plus difficile par rapport à d'autres infections. Changeons de comportement, on peut bien vivre avec une personne infectée, on peut manger ensemble, on peut faire tout ensemble. C'est nos comportements. Si je sais que quand le docteur va savoir que je suis infectée, il ne va pas me parler. Donc, je vais refuser de venir même me traiter parce qu'il y a des patients qui refusent même de venir se faire traiter parce que telle personne connaît, on va en parler. Donc, il faut changer de traitement. Le sida est une maladie comme les autres. Il suffit de prendre les ARV et on va vivre comme ce que le docteur a dit. On va mourir d'une autre pathologie autre que le VIH-Sida. Merci beaucoup, Madame Tankari. Est-ce que je peux considérer l'appel à la population que vous avez lancé comme étant votre mot de la fin ou voudrez-vous bien ajouter quelque chose? Donc, pour le mot de la fin, changeons de comportement. Le sida, c'est une maladie comme les autres. On peut vivre avec en famille et en symbiose. Si évitons de stigmatiser pour les agents de santé, pour la population, évitons de stigmatiser les personnes qui sont séropositives. On peut vivre en communauté avec le sida et pour finir, on ne sait pas qui est infecté ou pas. Il faut faire le test. Si on ne fait pas le test, on ne peut pas savoir. Et il est toujours bon de faire le test de VIH-Sida. C'est toujours bon. C'est toujours positif. Parce que quand c'est positif, je vais avoir une prise en charge très tôt. Ça va m'empêcher de tomber malade. Ça va faire en sorte que les gens ne savent pas que je suis malade. Et si c'est négatif aussi, ça va me permettre encore de prendre plus soin de moi en me protégeant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tankari. Docteur Idrissa, cher maître, votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup. Et je crois que c'est déjà dit, je vais peut-être me résumer pour dire que la fistule génitale féminine, et chez nous beaucoup plus la fistule obstétricale, c'est une réalité. Et que la prévention est un peu difficile parce que c'est lié à un niveau de développement, donc et un niveau d'accès aux soins de qualité. Donc ça, je pense que le ministère et ses partenaires travaillent énormément dans ce sens-là. Maintenant, il faut savoir que le traitement est gratuit, même s'il n'y a pas une loi qui donne la gratuité de la prise en charge, mais les partenaires et l'État font un effort pour que, en tout cas, les traitements de la fistule soient gratuits pour les patients. Et qu'on peut guérir de la fistule. Parce que c'est ça le gros problème. Et surtout la fistule iatrogène qui peut toucher toute femme. Toute femme, parce que aucune femme, jusqu'à sa mort, ne peut savoir si elle ne va pas bénéficier d'une chirurgie pelvienne. Et on a trouvé des grands intellectuels qui, dès qu'elles sont touchées par la fistule iatrogène, se mettent à pleurer, inconsolables, dire qu'elles ne vont pas guérir. Parce que ça, il faut savoir qu'avant, la technique chirurgicale a beaucoup évolué jusqu'à maintenant. Avant, je me rappelle, un de nos patrons nous disait que si l'on a un cas de fistule, tous les chirurgiens se mettent sur le cas et ça fait une journée de programme opératoire. Lorsque je lui ai dit que non, moi j'opère en moyenne 3 par jour ou bien 4, il m'a dit non, docteur Ablaï, je te prenais au sérieux, Hachette, il n'est pas sérieux. Donc la technique a changé, donc le taux de succès a tellement grimpé que si ce n'est pas les cas extrêmement complexes, c'est-à-dire que la guérison est là. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'on dit généralement au mari. Une fois que la femme est guérie, on la convoque pour faire ce qu'on appelle le counseling de couple, pour dire que c'est plus facile, même si vous l'avez rejetée, de la récupérer que de dire à une femme qui vient du village de rechercher un nouveau mari. Donc, on va essayer de tout faire pour dire que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une malédiction, et qu'on peut guérir, et elle peut même concevoir encore, mais à condition de bénéficier d'une césarienne prophylactique. Parce que toutes les fistules ne sont pas les mêmes. Il y en a qui font, parce que c'est, pour ne pas vous embêter beaucoup, c'est une partie du tissu qui est décrosée, qui est partie. Donc, lorsqu'on va essayer de les ramener, eh bien, ça donne le système génital n'est pas aussi souple que l'original. Donc, ce qui fait que ce n'est pas normal de laisser une femme faire un travail
sur ce tissu sans conséquence. Donc on conseille de faire des césariennes prophylactiques. Et à ce niveau, je remercie beaucoup le professeur Madina Yama de la maternité Issa Gazobi, parce que dès que je lui ai parlé de ça, il était tout de suite partant pour faire les césariennes prophylactiques. Même récemment, on a eu un cas où on demande de faire des papiers de gratuité. Les femmes ne comprennent pas. Je lui ai parlé, elle dit que non, les femmes victimes de fistules enceintes ne doivent pas prendre aucune procédure. Aucune procédure, elles doivent bénéficier tout de suite d'une césarienne prophylactique. Elles ont déjà été victimes une première fois, il n'en est pas question de les laisser être victimes une deuxième fois. C'est pour ça qu'on convoque les maris, parce que les maris, eux, au moins, ont une partie de l'histoire. Mais si c'est un nouveau mari, quelle explication on va lui donner? Il a pris une femme, bon, c'est tout. Donc, ils vont retomber dans le même problème. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. 1 minute 30 secondes. Mon mot de la fin restera celui-ci. Je vous exhorte, vous, mes sœurs ici présentes, et toutes les autres, à consulter à la moindre anomalie au niveau de la sphère génitale. Le choré, prurite, le choré veut dire, d'accord? Prurite. Pour qu'on vous donne le meilleur traitement approprié. Évitez les autres. Consultez votre gynécologue, même quand tout va bien. Ce que nous appelons la visite de routine, qu'on ne voit qu'une ou 2 fois dans toutes nos consultations annuelles. Moi, dans toute ma consultation de cette année, j'ai vu 2 visites de routine. 2 femmes qui m'ont dit, je viens faire un check. Allez voir votre gynécologue pour faire votre check, pour faire votre bilan sanguin au dépistage, pour dépister les pathologies chroniques telles que l'hypertension, le diabète et aussi faites votre frottis de dépistage pour le cancer du col. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais de frottis cervical. Très dommageable. Parce que sans ce frottis cervical, nous ne pourrons pas dépister les cancers du col et les traiter avant que ça ne soit cancer du col. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Je pense que les femmes ici présentes ont bien entendu. Chères femmes, allez-y faire votre check. C'est ça, non? Voilà. Et chers hommes aussi, allez-y faire votre check. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre deuxième panel. Merci pour votre aimable attention. Chers panélistes, merci pour vos brillantes présentations. Merci à tous. Nassira. Merci beaucoup, docteur Rachid. Merci beaucoup, chers panélistes, pour la qualité de vos différentes interventions. Merci beaucoup, chers invités, pour votre patience et votre collaboration. Alors, on va ouvrir le buffet. Des 2 côtés, il y a le buffet qui est là. Donc, vous pouvez vous servir soit à gauche ou à droite et les boissons vous seront directement servis à votre table. Nous avons prévu des questions-réponses pour gagner des cartes Express Cash de EcoBank. Nous avons 10 cartes. Nous allons d'abord vous laisser aller vous servir. Ensuite, nous allons venir pour la phase questions-réponses et nous allons voir qui et qui vont remporter les 10 cartes Express. Mesdames et messieurs, bon appétit.